Bonsoir à tous, bienvenue, je suis ravi de vous présenter... Ah, attention le son. Je suis ravi de vous présenter ce dernier atelier de la journée du Digital Change. Non, ça ne va pas le faire, on va y arriver. Vous m'entendez? Voilà. Donc, je disais que j'étais ravi de vous présenter cet atelier, ce dernier atelier du Digital Change. Pour cela, je suis en compagnie donc, de Paul-Henri Dubreuil, président du groupe Dubreuil, et de Valérie Godilla, directrice de l'innovation chez Audencia. Juste en préambule, je pense que vous l'avez suffisamment entendu depuis le début de la journée. On sait qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une des moments les plus importants de l'humanité. Certains parlent de la 5e plus grande mutation après l'agriculture, l'Antiquité, la Renaissance et la Révolution industrielle. Maintenant, c'est l'ère du e-commerce. Alors, pour cela, on va demander à Paul-Henri Alors, avec Paul-Henri, on se tutoie parce que je suis directeur du réseau Entreprendre Atlantique et Paul-Henri est président de la coordination du réseau Entreprendre Pays de Loire. Voilà. Et chez Réseau Entreprendre, c'est la convivialité. Donc, Paul-Henri, est-ce que tu veux nous présenter rapidement l'histoire du groupe Dubreuil et comment aujourd'hui tu arrives ici pour nous parler de la digitalisation? Très bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, quelques mots sur notre entreprise, qui est une entreprise familiale, donc avec un capital 100% familial et c'est effectivement l'ADN du groupe, on y est très attaché. Donc notre groupe existe depuis 9 décennies, puisque effectivement je représente la 3e génération. Donc mon grand-père avait démarré dans un métier de grossiste, aussi bien dans les produits pétroliers que l'épicerie. Mon père est arrivé dans le groupe dans les années 60-70 et a muté l'entreprise vers le modèle des supermarchés. Donc avec des supermarchés alimentaires, mais aussi sur un certain nombre de métiers comme l'accessoire automobile, la distribution automobile, et puis un peu plus récemment la partie TP et Agri. Donc c'est un groupe qui s'est adapté à son époque au fil du temps. C'est vrai que les grossistes alimentaires, ce qu'on appelait les épiciers en gros, ont tous disparu. Donc je dirais que si on n'avait pas fait cette mutation à l'époque vers la distribution moderne, on ne serait sûrement pas existant aujourd'hui en tant que groupe Dubreuil. Et puis effectivement, moi j'ai 3e génération, mon challenge, après avoir développé des business models inspirés des supermarchés, parce que finalement ce qui a été mis en place dans les supermarchés, à savoir une organisation logistique, une organisation promotionnelle, enfin un certain nombre de choses, ça a été dupliqué dans un certain nombre de secteurs du groupe. Et puis donc effectivement le digital nous intéresse depuis quelques années. On va en parler un peu plus en détail, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire, puisque pour nous qui sommes sur des magasins physiques, l'intérêt premier du digital, c'est de sortir de nos frontières naturelles, puisque autant un magasin physique par définition va être un peu circonscrit, que là, le digital nous ouvre les portes d'un monde beaucoup plus important. Donc la question qui vient, c'est alors pourquoi le digital dans le groupe Dubreuil? Alors pourquoi le digital? Bon, je viens de le dire, c'est effectivement pour nous des pistes de développement. Alors on n'est pas, à part une exception dont on parlera dans le groupe, on n'est pas du pur player de digital. Je dirais que moi j'ai trouvé cette expression, comme vous, dans la presse récemment, mais le phygital nous va bien. Donc c'est à la fois la conjugaison des magasins physiques et du digital, où là on a une bonne complémentarité. Le digital pur, on voit bien que les rentabilités sont difficiles à trouver, alors que quand on arrive à effectivement, grâce au digital, drainer et je dirais explorer de nouveaux territoires, ça vient compléter le chiffre d'affaires des sites existants, et donc c'est clairement du plus dans le compte d'exploitation. Alors que le digital pur, je reparlerai de notre petite start-up AgriZone tout à l'heure, là clairement on est sur des comptes d'exploitation beaucoup plus difficiles. Donc voilà un petit peu ce qu'on est venu faire dans le digital. Après, je dirais que c'est aussi une rencontre. Le groupe s'est développé avec une rencontre. Et tu parlais de Réseau Entreprendre tout à l'heure. J'ai eu comme directeur de Réseau Entreprendre Vendée, quand j'étais président, Olivier Billon, qui était quelqu'un de très branché nouvelles technologies, justement sur le digital. Je ne sais pas s'il est là ce soir, mais en tout cas, je dirais que je l'ai un peu débauché de Réseau Entreprendre pour qu'il vienne rejoindre le groupe et prendre en charge justement cette partie marketing digital, puisqu'on en reparlera aussi probablement, mais c'est des codes particuliers. C'est un métier très spécifique qu'on a du mal à comprendre, puisque c'est à la fois un mélange, je dirais, d'informatique, mais aussi de technologie assez pointue. Donc, je dirais que pour des managers généralistes comme nous, c'est pas si évident que ça de bien comprendre les règles du digital. Donc, effectivement, on a créé une équipe dédiée. Alors, c'est une petite équipe qui est directement à côté de mon bureau. Donc, pour vous dire que c'est clairement quelque chose d'important pour nous. Donc, c'est une direction du marketing et maintenant 5 personnes qui travaillent sur les référencements de nos sites, qui surveillent en permanence les trafics de nos sites et on réfléchit ensemble aux évolutions qu'on peut mener. Merci pour ces enchaînements, Paul-Henri. Donc en fait, on a vu cet après-midi plein de grands groupes avec différents choix, soit d'externaliser, soit d'incuber.
vous avez fait le choix de créer une équipe en interne, c'est ça? Pourquoi? Alors, on fait appel à des prestataires. Jean-Loup Racine, qui était là tout à l'heure, en fait partie. Un certain nombre de prestataires pour nos sites Internet. Mais c'est vrai aussi qu'on vient de recruter des compétences internes, puisque clairement, je dirais un peu comme nos call centers qu'on a internalisés, pour moi, il y a des choses qu'on ne peut pas sous-traiter, puisque ça touche vraiment au cœur de notre business. Donc, on est maintenant capable de faire évoluer nos sites et de les faire par nous-mêmes. Donc ça, c'est un nouveau virage que l'on prend. Donc là, dans les bureaux, il y a un vrai mélange des cultures entre les geeks et les spécialistes de la distribution. Comment ça se gère, effectivement, ça? même en termes de look, hein, ça change un petit peu. On n'est pas une start-up, mais on a des gens un peu plus décontractés, mais ça nous va bien aussi. Hein. Je dirais qu'il y a un peu de temps maintenant qu'on a fait tomber la cravate au groupe, sauf pour les très grandes occasions, avec nos banquiers une fois par an peut-être, mais autrement, on est plutôt décontractés. Et donc, c'est bien, c'est des jeunes qui intègrent, avec des horaires de travail un peu différents. Donc, on s'adapte un petit peu aussi à ces nouvelles générations, à ces nouvelles méthodes de travail. Donc l'année prochaine, on va te voir avec la barbe, c'est ça? Non, mais je vois que tu m'as précédé. Alors, avant de passer, voilà. Donc, effectivement, comment on a développé le digital? Alors, on était quand même un petit peu, pas précurseur, mais on a lancé notre premier site manouvellevoiture.com en 2007. Donc, à l'époque, notre idée, déjà, c'était de vendre des véhicules d'occasion grâce à Internet. Donc, on a développé ce site qui, évidemment, avait vieilli un peu, nous a permis d'atteindre à peu près 15% de nos ventes sur Internet. Alors, évidemment, le site en direct, mais tous les sites d'annonces qui peuvent exister dans ce domaine-là. Donc, on a été assez précurseurs. Alors, ça nous a obligés à revoir notre logistique, puisque tous nos véhicules d'occasion, on les fait passer aux essarts pour avoir une préparation type et une prise de photo, qui est d'ailleurs maintenant une prise de photo 360, alors qu'à l'époque, c'était une prise de photo avec simplement 6 photos par véhicule. Donc, on a fait évoluer, je dirais, notre modèle là-dessus. Et puis, comme je vous le disais, c'est en appui de nos magasins physiques, nos concessions. Ça permet la mutualisation des stocks entre toutes nos concessions et surtout d'élargir notre périmètre. Et puis, plus récemment, ce site, on l'a fait évoluer, puisque on parlait d'Olivier tout à l'heure. Il m'a interpellé sur le modèle Caravana aux États-Unis, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un pur player de la vente d'occasion en ligne, avec de la photo 360, avec des fiches techniques très poussées. Donc on s'est dit, pourquoi pas nous? Et donc on a installé un plateau tournant aux essarts, avec une prise de photo complète intérieure-extérieure, avec le capot aussi à l'intérieur, capot moteur, et pour vraiment montrer le véhicule sous toutes ses coutures. Et on commence à vendre nos premiers véhicules purement en ligne. Alors c'est pas encore spectaculaire, on en a fait une dizaine en vente ligne pure, mais par contre on est monté maintenant quand même à un peu plus de 20% sur les ventes de véhicules d'occasion en ligne. Et surtout on attend que les annonceurs puissent commercialiser les photos 360, puisque aujourd'hui on a la technologie, mais les sites d'annonces comme Ouest France, l'Argus ou autres, aujourd'hui ne peuvent pas pousser le 360, mais ça va arriver dans très très peu de temps. Donc on sera normalement les premiers à pousser les annonces 360, et là je m'attends quand même normalement une accélération de nos ventes grâce à ça. Donc là vous avez lancé un nouveau site avec une techno d'avance, et vous constatez que les sites de distribution classiques n'ont pas encore cette techno, c'est ça? C'est surtout l'idée qu'on a eue, c'est de rassurer le client, parce qu'autant un véhicule neuf, un client sait que le véhicule neuf, il est parfait quand il est livré. Un véhicule d'occasion, il a besoin, le client, d'être réassuré sur son état, le fait que techniquement, il y ait bien eu toutes les vérifications, qu'esthétiquement, il n'y ait pas de POC sur la carrosserie. Donc la photo 360 et donc la diffusion sur Internet nous permet de rassurer le client, et donc on s'attend, je l'espère, à une accélération des ventes, sachant qu'aux États-Unis, le modèle Caravana dont je vous parlais est sur maintenant plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires uniquement en vente en ligne à distance. Donc on peut penser que la France va enclencher le mouvement. Donc là, on reviendra tout à l'heure sur la cohérence entre le réseau classique et le réseau de vente en ligne, parce que là, vous êtes dans votre zone de confort quand tu vends des voitures. Mais après, tu as décidé de créer un site de vente, effectivement, de produits, de pièces détachées agricoles. Et on sait bien que les agriculteurs, ils ne sont pas tous connectés. D'ailleurs, ils n'ont pas tous Mythic et Tinder quand on voit l'amour est dans le pré. Ouais. Et alors, pourquoi les agriculteurs? Alors, pourquoi les agriculteurs? Déjà, je dirais qu'en 2008, dans le sillage d'Oscaro, on a lancé un site internet qui s'appelait, à l'époque, je répare mon auto.com, que j'ai été obligé de fermer 3 semaines après l'ouverture, parce que j'avais simplement oublié que nos clients B2B garagistes, effectivement, ne voyaient pas ça à l'époque d'un bon œil. Et avec Oscaro, on s'est tiré la bourre très rapidement. Et donc, on arrivait à vendre les pièces détachées automobiles moins chères aux particuliers livrés qu'à nos professionnels. Donc là, j'ai eu un tir de barrage. Et comme effectivement Opal d'un côté pour la pièce Peugeot et Autopièces Atlantique pour la pièce AD était quand même pour le groupe
on dirait des cash machines. J'ai effectivement fermé à regret ce site, parce que quand on voit qu'Oscaro fait 250 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui, on se dit que si on avait suivi le mouvement, on serait peut-être aujourd'hui à des niveaux intéressants. Bon, après, la rentabilité de ce genre de modèle est plus difficile à trouver que nos modèles classiques B2B. Mais déjà, ça m'avait donné l'envie de vendre de la pièce détachée sur Internet. Et puis du coup, quand on est venu dans le matériel agricole en 2012, dès le début, je me suis dit, tiens, il n'y a pas grand-chose qui existe. Alors, il y a des acteurs, mais ce n'était pas forcément encore formidable. Donc, du coup, on a créé là un modèle pure player ex nihilo qui s'appelle Est-ce que tu AgriZone. peux nous dire quand même, parce que là, on a beaucoup parlé des incubateurs, des territoires digitalisés, mais toi, tu as préféré quand même le créer dans un territoire particulier, quoi. Le site d'AgriZone, c'est où ? Alors le site d'AgriZone, c'est à Sauzet-Vaucey, je ne sais pas si vous connaissez. C'est effectivement le siège de notre pôle agricole, mais nos clients sont voilà, dans la campagne C'est dans les française, Deux-Sèvres, hein. Donc c'est dans les Deux-Sèvres et c'est une petite ville de 1200 habitants. Mais je dirais qu'AgriZone, c'est que 4 salariés, puisqu'aujourd'hui AgriZone fonctionne sans stock. Donc là, on est vraiment sur un modèle où on connecte les fournisseurs avec le client final et on est au milieu. Alors on pourrait appeler ça une place de marché, mais pour nous, c'est encore un modèle un petit peu différent. Et puis on se sert aussi d'AgriZone, on rebondit un peu sur cette expérience pour s'en servir de notre plateforme d'achat pour tout le pôle agricole. Donc je dirais, on garde nos réflexes de commerçant, clairement. Ce n'est pas parce que c'est de l'Internet qu'il faut, je pense, tout révolutionner. Idem pour les comptes d'exploitation. Hein. Effectivement, les premiers comptes d'exploitation d'AgriZone nous font peur parce que quand vous perdez plus d'argent que de chiffre d'affaires, c'est effectivement interpellant pour des entrepreneurs comme nous. Maintenant, bon, on persévère. On est en train de devenir leader de ce marché de la pièce agri. Bon, ce n'est pas encore rentable, mais ça nous permet aussi de fédérer nos concessions agricoles autour de ce modèle AgriZone. Donc, je dirais une expérience intéressante. Ce que je vois à chaque fois, effectivement, dans le digital, c'est que ça met les équipes en mouvement, parce que sinon, on est dans des business models, comme je vous disais, qui datent des années 70-80. Et le digital permet de faire bouger les lignes et d'emmener les collaborateurs sur un projet, je dirais un peu fun, sortir des sentiers battus, parce que sinon, le métier de concessionnaire automobile, il est des fois un petit peu pénible, hein, parce que vous avez un constructeur qui vous met une pression d'enfer. Donc là, clairement, manouvellevoiture.com, pour nos concessions, c'est un peu leur bouffée d'oxygène, où ils peuvent aller vendre en dehors de leur territoire, pourquoi pas à l'export. Et puis AgriZone, c'est un peu pareil. Donc je dirais que c'est important pour nous, pour un groupe installé comme le nôtre, d'avoir un peu des bouffées de fraîcheur. Je crois qu'effectivement, on parle de bouffées d'oxygène, mais c'est exactement ça le digital pour nous. Valérie, vous J'ai voulez une intervenir ? question. Vous êtes donné un délai, puisque vous mentionnez le fait que c'est compliqué pour des entrepreneurs comme vous d'accepter de perdre de l'argent sur ce type de nouvelle aventure. Vous vous êtes donné un délai de temps. On dit souvent que c'est 5 à 7 ans minimum sur ce type de nouvelles activités avant d'atteindre un seuil de rentabilité. Oh, je pense qu'on y sera plutôt dès l'année prochaine. Cette année, on va quand même encore perdre un peu d'argent, mais moins que le chiffre d'affaires. Donc c'est déjà une évolution. Et puis surtout, j'ai eu cet été la chance de visiter Google, et en discutant avec un des salariés de Google, et je lui parlais de notre expérience AgriZone qui n'était pas positive. Il me dit, est-ce que vous facturez le port ? Je lui dis oui, mais il me dit, déjà vous supprimez ça quand vous rentrez chez vous. Est-ce que les retours sont facilités ? Je lui dis bon, pas tellement. On a notre logique un peu d'épicier, donc les retours pour nous, c'est quelque chose qui coûte. Il me dit, là aussi, effectivement, faciliter les retours parce que le client a besoin d'être réassuré. Et donc, dès qu'on a supprimé ça à la rentrée, le chiffre d'affaires d'AgriZone s'est envolé et nous a permis quasiment maintenant d'être leader de ce marché-là. Donc, bon, je dirais qu'il faut vraiment changer les règles habituelles où on se dit dans nos métiers, on regarde un compte d'exploitation client par client ou par gamme de produits. Là, il faut élargir un petit peu les œillères. À un moment donné, il faudra que ce soit rentable. Sinon, je pense que c'est pas le but de toute entreprise d'être subventionnée. Mais il faut effectivement prendre des idées à l'extérieur parce que bon, j'avais cette perception qu'il fallait supprimer les frais de port parce qu'on le voit dans tous les sites qui fonctionnent. Dans la pièce agri qui est des fois très encombrante, ça coûte. Et c'est vrai que sur certaines affaires, on perd de l'argent. Mais au global, on draine une clientèle. On a aujourd'hui déjà 15 000 clients en portefeuille sur lesquels on a les adresses e-mail, les SMS. Donc on communique avec eux. On sait dans quel secteur d'activité ils sont. Donc on peut envoyer des pushs. Enfin, c'est aussi un investissement pour créer un fonds de commerce, clairement. Et là, tu as supprimé les frais de port ou tu les as laissés ? On les a supprimés. C'était au début un test en septembre qu'on a effectivement pérennisé puisque ça nous a permis de doubler le chiffre d'affaires. Et j'en profite pour passer de l'agriculture à l'aérien. Tu es aussi transporteur aérien. Digital Change, c'est le changement des habitudes grâce au digital. Et je crois que tu as lancé la première compagnie moyen courrier low cost. C'est long courrier, puisque effectivement notre première liaison c'est Punta Cana et on attaque la Réunion à partir de juin prochain. Donc on a notre compagnie historique
Air Caraïbes, qui est déjà une compagnie qui est digitale, puisqu'aujourd'hui, 40% des ventes se font via le digital, le reste avec des opérateurs plutôt, on va dire, physiques, agences de voyage, mais on sait que ce créneau-là est quand même en train de baisser un peu, et donc on s'est dit, avec cette nouvelle compagnie qu'on veut low cost, il faut qu'elle soit low cost jusqu'au bout, évidemment avec ses frais de personnel, mais aussi avec ses frais de commercialisation. Donc l'idée de French Blue, c'est effectivement de vendre la quasi-totalité en ligne, ce qui n'empêche pas le code-share avec Air Caraïbes, qui là commercialise dans un réseau plus classique, mais notre produit est essentiellement un produit digital, et on voit que ça commence à bien fonctionner, effectivement, hein. Clairement, dans le voyage, on voit que là, 80% du business a déjà basculé sur le digital. Donc, je dirais qu'une fois encore, c'est des réflexes de commerçants. On voyait cette tendance à la fois du low cost et du digital. On a pris les deux concepts pour faire une nouvelle compagnie aérienne. Alors, on voit qu'Air France a annoncé ce matin la création d'une low cost long courrier. Donc, on va observer ça avec intérêt. Mais bon, ils vont utiliser leur pilote d'Air France. Donc, ce ne sera pas forcément du low cost. Mais bon, on n'aura plus à manger sur les vols. Je continue. Donc, ça, c'est ce qui est fou sur le low cost aérien, on peut en parler. Enfin, tout le monde connaît Volotea à Nantes, puisqu'ils ont développé un réseau incroyable. Quand on voit les liaisons qu'ils ont développées au départ de Nantes, jamais on aurait imaginé de remplir du Prague, du Figari, etc. Donc, le prix crée aussi la demande. Donc, c'est effectivement dans ce métier-là, si on a le bon prix, on est capable de développer des liaisons complètement improbables. Et donc, notre pari sur le long courrier, c'est un peu ça. Alors, la Réunion, c'est un marché établi, mais on imagine d'aller après sur d'autres territoires. Donc là, on a vu le transport aérien. On revient à l'automobile, parce que je pense que le vendeur de voitures, quand tu lui as expliqué que maintenant il allait être concurrencé avec un nouveau site, il ne devait pas être très content? Alors effectivement, l'opératrice qui reçoit les appels a carte blanche pour faire la vente complète si possible. Donc si le client est entre guillemets mûr, on va boucler la vente en ligne avec des arts de réservation, une livraison même chez lui directement à domicile. Comme je vous le disais, c'est encore anecdotique, les gens sont encore un petit peu réticents. Donc souvent, ça se termine en basculant la vente sur le vendeur physique d'une concession, peu importe laquelle, je dirais celui qui répond, éventuellement celui qui a la voiture physiquement chez lui, mais comme les voitures sont préparées sur un standard, il n'a même pas besoin de la voir, puisque je dirais que grâce à la centralisation qu'on a pu faire, on a une confiance totale sur la préparation. Mais comment tu as préparé justement ce réseau de concessions que vous avez en interne dans le groupe au fait d'avoir cette offre Internet ? Au contraire, je dirais que là encore, ça les challenge. Je parlais de bouffée d'oxygène tout à l'heure. Bon, ça remue un peu nos vendeurs qui sont un peu comme nos pilotes de ligne, bien installés dans leur fauteuil et effectivement qui attendent le client. Donc là, on leur dit, si tu réponds pas à l'appel, on va transférer sur quelqu'un d'autre. Même si la voiture est au Mans, si le vendeur de La Rochelle est plus proactif, c'est lui qui fera la vente. Donc ça permet là aussi de rebouger un peu les lignes. C'est quand même notre leitmotiv. On est dans un métier, une fois encore, très routinier. Donc c'est important de remettre l'entreprise en mouvement. Donc ça crée aussi de la motivation en interne. Oui, alors j'espère en tout cas, c'est le but. Tout à l'heure, tu disais accepter de perdre de l'argent. C'est nouveau pour le groupe Dubreuil. Jusqu'où tu as envie d'aller? Quels sont les prochains projets? Quelles sont les barrières? 1 an, 2 ans, 3 ans? Comment tu vois les c'est choses? Ce que je disais sur AgriZone. Autant AgriZone a perdu de l'argent, autant le développement qu'on a fait sur manouvellevoiture.com. Alors c'est vrai qu'il y a un investissement dans un nouveau site internet, mais avec les quelques ventes qu'on a fait, on est déjà dans une rentabilité puisque c'est de l'additionnel par rapport au physique qui existe. Bon, comme je le disais, à un moment donné, il faut effectivement considérer cette perte d'exploitation comme un investissement, comme une création de fonds de commerce. Et puis, à un moment donné, on arrivera probablement à le monétiser. Et puis, en remontant peut-être un petit peu nos prix ou en achetant mieux, le taux de marge va augmenter. Et puis, on voit que finalement, le chiffre d'affaires est assez récurrent sur Internet, que les clients sont assez fidélisés. On s'adresse à des clients ruraux sur AgriZone. Donc, le fait d'être livré en J+1 par Chronopost chez eux, plutôt que d'aller chercher à la concession qui est des fois à 70 km, ça leur va bien. Donc, là, on va lancer une appli mobile, ce qui fait que comme nos tracteurs maintenant sont sous pilote automatique, pendant qu'ils laboureront leur champ, ils pourront commander leurs pièces sur AgriZone, j'espère, sur notre future appli mobile. Donc, on a quand même, tu disais, on a affaire à une population qui est assez moderne pour certains. Pas tous, mais les jeunes qui arrivent sont parfaitement prêts pour ça. D'accord. Et alors si Jean-Loup était là, il poserait la question, comment vous gérez votre data? Alors le big data, j'avoue que c'est un sujet sur lequel on n'a pas encore travaillé complètement. On est encore à l'étape où effectivement on travaille beaucoup avec des logiciels CRM dans toutes nos filiales, essayer d'avoir un fichier client le plus affûté possible, parce que je dirais que l'intérêt du digital, c'est de pouvoir être à la fois ciblé et proactif.
Alors qu'effectivement, je parlais des promotions dans les supermarchés, on balançait 15 000 prospectus à des gens, peut-être prospectus jardin, à des gens qui sont en appartement, donc des choses un peu stupides. Là, l'avantage effectivement d'un fichier client bien affûté, et par le digital, on va pouvoir cibler des offres beaucoup plus précises et beaucoup plus proactives. Donc on le fait déjà par SMS avec des clients. On lance des choses intéressantes dans l'allocation de matériel TP très prochainement. Donc tout passe quand même par la qualité du fichier client. C'est quand même le vrai fonds de commerce de nos boutiques de distribution, c'est le fichier client. Et ça, malheureusement, on l'a un peu sous-traité à nos partenaires. À une époque, c'était presque Peugeot qui gérait notre fichier client pour nous. Maintenant, on a récupéré ça en interne. Donc, si tu veux, plus que le big data qui sera l'étape d'après, c'est déjà de bien avoir des fichiers clients au cordeau, remis à jour en permanence. Ça, c'est important. Après, le big data, on voit des choses arriver. Honnêtement, on n'est pas prêt là-dessus. D'accord. Donc demain, quelqu'un qui va changer sa charrue, tu pourras aussi peut-être lui faire une offre sur une nouvelle Peugeot, non ? Peut-être. Alors, on ne croise pas trop les clientèles entre nos différents métiers, mais pourquoi pas, effectivement. On n'a pas de fichier client groupe, on a des fichiers clients dans chacune de nos filiales, mais on peut imaginer un peu de transverse. J'ai une question connexe sur ce point, puisque vous êtes un groupe diversifié, multi-activités. L'apprentissage que vous faites sur cette transformation, cette évolution de business model en lien avec le digital, est-ce que vous le partagez entre les filiales, ou vous êtes plutôt dans une logique aujourd'hui de vous dire chaque filiale doit apprendre et le groupe va progresser par l'addition de l'apprentissage des filiales, où il y a un partage ? Ou c'est une étape à venir ? Pour l'instant, je dirais que le digital est plutôt, alors que ce n'est pas dans les gènes du groupe, où on dit que le commerce doit rester local dans chacune des filiales. Là, on a plutôt créé quelque chose de central, puisque ça demande des compétences quand même très pointues. Notre holding, en fait, c'est une cinquantaine de salariés, peut-être même un peu plus maintenant, qui est expert dans un certain nombre de domaines, la finance, le juridique, et maintenant dans le marketing digital. Mais dans chacune de nos filiales, investir dans des structures dédiées sur le marketing digital, aujourd'hui, on n'en aurait pas les moyens ni les compétences, parce qu'il faut trouver les gens. Quand on parle effectivement de chômage aujourd'hui, je pense que dans ce domaine-là, les jeunes qui ont de l'expertise n'ont pas de problème pour trouver du boulot. Au contraire, il y a plutôt une surenchère importante. Donc c'est vrai qu'on a préféré garder ça pour l'instant en centrale au niveau du groupe, mais quand même avec le retour, je dirais, terrain de chacune des filiales sur ses besoins. Et puis, je dirais que c'est aussi mon job d'apporter des idées là-dessus, de voir ce qui se fait à la concurrence ou dans d'autres métiers pour essayer de le transposer sur les différentes activités du groupe. Donc, quand on a préparé cette intervention, tu nous as dit que c'était une vraie bouffée d'oxygène pour le groupe. Est-ce que tu peux nous donner une anecdote ultra positive et une très négative, un truc que tu ne referais pas, par exemple ? Là, c'est une colle, ça, tu me l'avais. Non, mais je sais pas, le choix d'un prestataire, Bon, alors l'anecdote difficile, c'est effectivement le site internet qu'on a été obligé de fermer. Ça, c'était notre première expérience dans le digital. Elle a été un peu douloureuse, mais je dirais qu'on a persévéré. Ça nous a fait mal au cœur puisqu'on avait investi et on avait quelque chose qui fonctionnait bien puisqu'on s'appuyait sur là aussi une filiale existante physique qui avait les stocks et on s'appuyait sur ces stocks pour vendre sur internet. Donc l'idée était séduisante. J'avais pas du tout imaginé qu'Oscaro allait plonger pour les particuliers sous les prix des professionnels. Donc bon, ça a été un plantage, mais c'est la vie des entrepreneurs. Donc après, en termes de satisfaction, je dirais que oui, pour revenir à Grizone, la première journée, on a fait plus de 10 000 € dans notre journée. C'était plutôt sympathique et on s'est tous appelés parce que c'était une étape dans le développement. Alors peut-être que dans quelques années, ça nous paraîtra anecdotique, mais bon, voilà, donc il y a quand même des satisfactions. Je le disais, pour les équipes, surtout, ça met les gens en mouvement, ça les oblige à être un peu plus, de regarder leurs applis. Moi, je passe beaucoup de temps à regarder les différentes applications qui existent parce qu'aujourd'hui, effectivement, où on serait sans smartphone, sans tablette, la vie serait complètement différente. Alors donc il faut s'adapter à ça. Dans le métier ancien, distribution plutôt territoriale et locale, est-ce que tu as réfléchi demain à traduire à Grizone en anglais, en allemand, en espagnol, en italien ? Ça nous a effleuré l'esprit. Bon, je crois qu'il faut d'abord être fort sur son marché domestique et prouver son business model. Une fois encore, Oscaro a essayé de le faire et pour l'instant, son succès international est pas au rendez-vous. Bon, mais c'est vrai que ça n'existe pas forcément en Allemagne ou au Benelux, donc why not ? Merci Paul-Henri. Valérie, si vous voulez réagir. Oui, moi, alors ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'approche du groupe Dubreuil par rapport à la transformation, par rapport à l'évolution, peut-être on va plutôt parler d'évolution du business model que de transformation.
Oui, c'est clair. Je pense qu'effectivement, ça ne nous transforme pas, parce qu'aujourd'hui, bon, tu me posais la question tout à l'heure, je ne sais pas quelle proportion de notre chiffre d'affaires on fait dans le digital. Bon, à part l'aérien, où c'est très significatif, mais dans la partie distribution, c'est quand même que quelques pourcents. Donc c'est une évolution progressive plus qu'une révolution. Quelques pourcents de 1,5 milliard, ça fait quand même quelques millions. Oui, c'est vrai. Mais bon, je dirais qu'aujourd'hui, le groupe pourrait vendre sans le digital. En 2016. Dans 10 ans, ça m'étonnerait que ce soit le cas. Donc, effectivement, là aussi, on sème pour l'avenir. Ce que j'ai trouvé intéressant, alors je vais parler d'évolution, c'est le premier point que vous avez mis en évidence, c'est de chercher des relais de croissance. Donc, pour moi, je l'interprète comme étant, vous avez un objectif. C'est pas on fait bouger son business model parce qu'on parle de digital, parce qu'il y a des modes, parce que un copain entrepreneur, ou j'ai vu un autre cas d'entreprise, ou j'ai lu dans la presse qu'il fallait que, parce que on voit je dirais, les inconvénients de ce type d'approche. Il y a un fil conducteur, c'est vous êtes une entreprise qui est taxée sur la croissance et l'évolution du business model est cadrée par rapport à cet objectif. Il y a un deuxième point qui est intéressant et qu'on retrouve, je dirais, dans les évolutions réussies de business model, que les entreprises fassent bouger un ou plusieurs de leur business model, parce que ce qu'on voit de plus en plus, c'est une multiplicité des business models au sein d'une même entreprise, même de PME, voire aujourd'hui de plus petites entreprises, de TPE, d'entreprises qui sont capables de réfléchir à une segmentation de leur proposition de valeur, de leur modèle économique en fonction de leur segment de clients, avec aussi des approches innovantes, en particulier sur les dimensions de pricing. Il y a aussi un aspect qui est je dirais, un levier qui s'impose et qui est un levier de réussite. Ce qui est indispensable, c'est le leadership. Il n'y a pas d'évolution réussie d'un business model d'entreprise. On sait que c'est une décision lourde, c'est une décision risquée, c'est une décision qui fait peur à beaucoup de dirigeants. Il y a une forme de paralysie même par rapport à ces choix. On sait qu'on réagit plus négativement à la peur, à des signaux négatifs qu'à des signaux positifs. Pour autant, on est, comme Christophe le disait, dans une phase d'évolution majeure et le statu quo ne peut plus être tenable pour les entreprises. Et ça nécessite un leadership fort. Je pense que vous ne me contredirez pas sur ce point. C'est vraiment des projets que j'ai poussés beaucoup, effectivement. Et même si on a des équipes, une partie des équipes, un middle management qui peut être porteur de propositions, alors, le middle management va bien évidemment être indispensable à la réussite de cette évolution, mais c'est aux dirigeants, qu'ils soient au singulier ou au pluriel, de s'engager très fortement, d'être dans l'accompagnement, d'envoyer également des messages qui sont on doit accepter aussi qu'on se plante, learn and fail, ça a été déjà prononcé à plusieurs reprises aujourd'hui. L'échec fait aussi partie de cet apprentissage. Alors, ce n'est pas l'objectif, bien évidemment, mais le leadership va permettre aussi de rassurer et d'entraîner les équipes. C'est aussi, là, dans votre cas, vous avez mentionné donc une équipe dédiée. Donc, c'est aussi l'intégration de nouvelles compétences. Et ça peut être compliqué parce que comment évaluer, comment recruter, comment évaluer aussi la qualité de ces nouvelles compétences par rapport à des activités nouvelles qu'on ne connaît pas. C'est aussi parfois un peu un saut dans l'inconnu. J'ai la question de la proposition de valeur, toujours être très clair sur quelle proposition de valeur fait-on à nos clients. Parce que le client, vous pouvez lui raconter que vous faites évoluer votre business model, que ci, que ça. Au final, il jugera toujours l'offre, que ce soit un produit, un service ou une combinaison des deux, parce que de plus en plus, on est sur des combinaisons à la fois de produits et de services. Ce qui le juge de paix, le client, c'est la valeur réelle qui est proposée par l'entreprise. Et je pense que vous êtes une entreprise qui est aussi au clair par rapport à cette dimension. Vous avez beaucoup insisté sur le fait qu'on est des commerçants. Donc vous vendez un produit et vos clients vous achètent parce qu'ils valorisent l'offre que vous leur faites, que ce soit des offres je dirais, traditionnelles ou des offres qui sont en forte évolution. Également le point de questionner la chaîne de valeur.
Alors, je viens de parler de proposition de valeur. Ce qu'on constate, c'est que les entreprises réussissent aussi dans cette évolution, dans cette transformation de leur modèle économique, leur business model, en réinterrogeant l'intégralité de la chaîne de valeur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en cause, hein, loin de là. Il y a des fondamentaux qui sont des forces et sur lesquels il faut construire. Mais c'est cette capacité à se dire, vous avez parlé de logistique tout à l'heure, de dire, nous, on fonctionnait de cette manière sur la logistique, mais là, on a accepté de faire différemment. De se dire, OK, le digital va nous faire évoluer, si je reprends cet exemple, mais de se dire, oui, mais au-delà de notre offre, est-ce qu'on a une capacité à réinterroger la chaîne de valeur pour être plus créateur ? Soit on augmente la proposition de valeur qu'on fait aux clients, ça peut aussi être des économies qui sont réalisées par ailleurs et qui vont permettre de maintenir, d'améliorer de la rentabilité. Également l'aspect expérimentation, capacité de se dire... alors peut-être que c'est peut-être pas... voilà, vous avez des objectifs de rentabilité qui sont, je dirais, assez nets, mais aussi se dire il faut savoir expérimenter, accompagner les équipes. Et là, on a un certain nombre de piliers qui vont permettre des évolutions positives, et j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant dans votre cas. Merci Valérie pour ces éclairages. Je vois le temps qui passe, puis je voudrais laisser un peu de temps aux questions-réponses. J'ai une dernière question quand même, Paul-Henri. Je vois que tu as internalisé les choses, d'accord ? Est-ce que c'est par question de stratégie ou d'opportunité, ou par manque de moyens, de ne pas avoir voulu racheter des startups ? Alors, oui, c'est surtout de maîtriser notre destin. Oui, alors pour certaines, c'est sûrement très cher, et c'est surtout valorisé sur des choses qu'on ne comprend pas. Mais bon, peu importe. Mais une fois encore, nous, on a des ratios qui sont un peu issus de la vieille économie. Hein. Donc, nous, c'est une mutation digitale. Donc, on n'oublie pas nos racines et ce qui a fait notre réussite quand même. Donc, internaliser, parce que c'est le cœur de notre business. Donc, sous-traiter, ça ne me viendrait pas l'idée de sous-traiter mes forces de vente. Ça ne me viendrait pas l'idée, alors que certains le font, mais de sous-traiter un call center. Parce que nous, dans l'automobile, on en a fait une force, et non pas simplement de se dire il faut avoir une relation client. Nous, une opératrice chez nous au call center, elle a un secteur, elle a un client qu'elle va avoir au téléphone 4 fois par an. C'est plus souvent que nos vendeurs automobiles. Donc, on en a fait une force et on ne le sous-traite sûrement pas. Et je vois certains groupes qui sous-traitent. Pour moi, le commerce ne doit pas se sous-traiter. Et clairement, le marketing digital ne doit pas se sous-traiter parce que c'est le cœur de notre stratégie commerciale. Qu'une fois encore, en tant que commerçant, tout le reste, la finance, le juridique, c'est entre guillemets périphérique et accessoire. Mais si on sous-traite son commerce, on est mort, tout simplement. Donc, certains disent la tradition n'empêche pas la modernité. Là, c'est la tradition n'empêche pas l'e-commerce, quoi. Ouais, exactement. Je vais me tourner vers la salle s'il y a des questions. Frédéric, une Vendéenne. Féru de digital et d'automobile. Donc. J'ai une petite question, parce que le dernier mot était l'e-commerce, et j'ai souvenir de, je ne me souviens jamais de son prénom, on va dire Monsieur Grandjean, venteprivée.com, dire il y a déjà quelques années, il y a peut-être même 5 ans lors d'une conférence, l'e-commerce est mort, vive le commerce. Il voulait dire par là que plus il avait digitalisé, on va dire numérisé la chaîne commerciale, plus les gens revenaient en boutique. Et je me demandais si tu faisais le même constat, est-ce que plus tu vends en ligne, plus les gens reviennent dans tes concessions? Et sous l'exemple de Carnava que tu as cité, est-ce que justement tu penses qu'elles peuvent disparaître, ou au contraire, tu vas continuer de répondre à ces exigences de constructeurs? Alors, clairement, effectivement, il y a eu un petit séisme dans notre milieu automobile. C'est le rachat d'Aramis Auto par notre groupe, enfin le groupe pour lequel on est concessionnaire PSA. Donc là, c'est de la vente en ligne de VO, mais aussi de VO 0 km, donc autant dire du VN. Il y a une petite subtilité dans notre métier, mais effectivement, on voit que la vente de véhicules neufs va aller sur Internet. Donc c'est pour nous une menace, clairement. Bon, cela dit, il faut vivre avec son temps et on ne peut pas lutter contre des moulins à vent, donc on s'adaptera comme d'habitude. L'avantage de notre métier, c'est qu'il y aura toujours quand même la prise en main et l'entretien du véhicule. Même si avec le véhicule électrique, là aussi, on peut s'interroger sur le futur de nos ateliers. Mais bon, on est à un horizon plus éloigné. Donc, bon, je dirais qu'on s'adaptera. Moi, je pense que c'est plutôt un complément et c'est du plus. En tout cas, nous, aujourd'hui, c'est du plus. Est-ce que demain, ça viendra substituer nos magasins physiques ? Peut-être en partie. Ça veut dire que nos halls devront être plus petits et coûter moins cher parce qu'il faudra s'adapter à une éventuelle contraction. Mais finalement, on voit bien qu'aujourd'hui, le click and collect, alors moi, je ne suis pas un expert, mais
prend de l'importance. On est dans notre enseigne autodistribution en train de lancer quelque chose aussi. Donc on voit vraiment, et nous c'est cette complémentarité magasin physique et digital qui nous intéresse le plus. Une fois encore, à Grizone, on a voulu y aller, bon, on avait cette idée en tête, on s'est dit on y va, mais c'est pas là-dessus que le groupe va se développer, parce que je dirais que malheureusement, le wagon a été pris bien avant nous par d'autres sur le commerce. Tu parlais de vente privée et compagnie, donc là ils sont partis devant. Là où on a des atouts, c'est arriver à conjuguer notre réseau de magasins ou de concessions physiques avec le digital. Et là, je pense qu'on a plutôt, pour le coup, une longueur d'avance par rapport à nos collègues concessionnaires que tu connais bien, qui sont quand même assez traditionnels dans ce métier. Merci. Je crois que Yves, pardon. Bonjour, Yves Le Goébel, Connexing. J'ai une question pour chacun d'entre vous. Vous, Monsieur Dubreuil, est-ce que je roule en Tesla, donc la voiture est formidable, mais le service est déplorable. Est-ce que vous seriez tenté pour approcher Elon Musk et proposer vos services de proximité dont on a quand même toujours besoin, même quand on a un véhicule électrique? Ça, c'est la première question. Et pour Valérie Claude Godilla, quid de la digitalisation d'Audencia? On va peut-être je vais prendre un quart commencer d'heure de par plus. Mais je crois, enfin, Bon. alors Allez-y, je vais prendre la réponse. Je crois qu'on est sur un business particulier qui est celui de l'éducation, de l'enseignement, de la formation, mais on est, je dirais, une entreprise comme les autres. Et pour nous, le digital a été moi je considère que le digital a été une très belle occasion de re-questionner la proposition de valeur de l'école, la proposition de valeur en particulier sur la dimension formation. Et on a fait tout un travail d'amélioration de la qualité pédagogique au cours des 2-3 dernières années, qui a été impulsé grâce au digital. Alors ça ne veut pas dire que tout le digital est présent dans l'ensemble des cours, l'ensemble des formations, loin de là. Mais ça a été ce re-questionnement en se disant, mais au fait, quelle est notre proposition de valeur, et de nous interroger aussi sur notre capacité à évoluer, à bouger, à faire évoluer notre culture d'entreprise, notre manière de pratiquer, et d'intégrer bien évidemment le digital dans un certain nombre de cours, de créer des nouvelles formations, puisque le digital fait partie, on a besoin de former, on forme un certain nombre d'experts, en particulier en marketing digital. Donc on a aussi fait cette évolution. Donc je dirais on a un constat qui est nouvelles offres, nouveaux produits, mais également une nouvelle évolution, une remise... une amélioration de la proposition de valeur. Et pour moi, on a une analogie totale avec ce que connaissent beaucoup d'entreprises, beaucoup d'industries. Vous avez aussi Sciencescom dans votre groupe. Ah, quand je parle d'Audencia, je parle de Sciencescom. Sciencescom Audencia, oui. Je suis nostalgique. Ouais. Alors pour revenir à Elon Musk, effectivement, il faut lui reconnaître que c'est quelqu'un qui a fait bouger les lignes avec une voiture qui est extraordinaire. J'ai eu l'occasion, j'ai un ami qui en a une, et donc de voir ce produit qui est quand même très révolutionnaire. Entre le véhicule électrique et le véhicule connecté, ils font quand même bouger les lignes. Après, ils sont partis sur un modèle avec justement très peu de concessions physiques. Donc vous touchez les limites. Alors c'est vrai qu'en théorie, cette voiture-là ne devait jamais tomber en panne, parce qu'elle est quand même sur une technologie qui demande peu de maintenance. Mais quand il y a un pépin, il faut effectivement, je ne sais pas, ça doit être Bordeaux, le point le plus proche. Bon, on ne peut pas tout avoir, hein, mais effectivement, avec le parc Tesla, peut-être qu'à un moment ou à un autre, ils étofferont leur réseau de garage. J'ai un de mes amis qui a un grand groupe automobile qui a essayé de les distribuer. Ils ne veulent pas entendre parler de gens comme nous parce qu'ils gardent leur système. Et bon, il y a aussi un peu peut-être de confidentialité. Maintenant, il fait bouger les lignes puisque ça y est, tous les constructeurs vont sur le véhicule électrique et tous les constructeurs vont sur le véhicule connecté. Donc peut-être qu'à un moment donné, Tesla va se faire rattraper par les autres, mais au moins il aura eu le mérite d'ouvrir vraiment une nouvelle voie. Donc chapeau. Hein. Puis il est parti aussi dans l'espace et dans d'autres domaines. Hein. Donc des gars comme ça fait quand même bouger la planète. Hein. Il te reste encore des pistes de réflexion après le transport aérien, quoi. Ah bah si on pouvait avoir des avions sans pilote, mais il ne faut pas leur répéter, mais ce serait bien, mais on n'y est pas. Allez, il nous reste 5 minutes pour 2 questions. Moi, c'était plus une question par rapport à la gouvernance de votre entreprise. J'ai bien compris que vous étiez très moteur en fait sur la transformation numérique de votre entreprise, la stratégie digitale.
et que vous aviez des équipes internes, a priori, même si vous travaillez avec Jean-Loup Racine et des équipes comme ça. Mais est-ce que vous avez, je dirais, un complément, je dirais quelqu'un pour vous aider, un responsable de la stratégie digitale ou... Alors effectivement, c'est ce que je disais, j'ai un patron, qui était mon ancien directeur, moi, qui est lui le patron du marketing digital du groupe. Mais en fait, le groupe Dubreuil, j'en ai pas beaucoup parlé. Effectivement, on va être 4000 salariés en 2017. Mais c'est surtout une fédération de PME, alors pour certaines assez grosses, et puis d'autres, je dirais qu'on a des filiales qui vont de 5 personnes à 1000 personnes. Donc vous voyez, c'est très, très varié, mais qui sont des vrais patrons. Nos patrons de filiales sont des vrais patrons. Donc on ne va pas décider à leur place, simplement... On les amène au digital parce que c'est à nous de leur ouvrir un peu les yeux sur un domaine où c'est des hyper spécialistes en fait de leur domaine, donc ils ne voient pas forcément l'opportunité qu'il peut y avoir à travers le digital. Donc on ne va pas imposer les choses, mais on va le suggérer fortement. Enfin, après, c'est un subtil dosage, mais bon, voilà, je ne vais pas partir en conflit avec un de mes patrons de filiale si vraiment il me prouve que le digital n'est pas pertinent. Mais on fait passer les messages et on voit que les choses sont en train de bouger. Bon, cela dit, ça fait quelques années que je mets le digital à l'ordre du jour de notre séminaire de direction à la rentrée. Donc, au fil du temps, les choses évoluent aussi, quoi. Donc, effectivement, on est quand même très moteur. Et puis, comme je vous disais, moi, j'ai l'avantage d'être un groupe multimétier, c'est que j'ai quand même des éclairages, notamment entre l'auto, le TP et la grille. Il y a des choses très similaires, mais avec 10-15 ans de décalage. Donc, ce qui se fait dans l'auto aujourd'hui, on essaye déjà de le transposer dans le TP et la grille. Et là, ça nous donne clairement une longueur d'avance par rapport à nos collègues qui n'ont pas cette transversalité de différents métiers, en fait. Une dernière question? Ah ben non, parfait. Et merci Donc à vous. On va être à l'heure. Merci. Merci Paul-Henri et Valérie.